Chère auditrice, cher auditeur, simple petit message avant de commencer ce podcast pour vous dire à quel point nous sommes désolés de la qualité sonore de cet épisode. Nos micros ont fait des siennes un peu spéciales. Nous espérons quand même que vous apprécierez cet épisode. Bonne écoute et à très vite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le Plongé. Nous sommes mercredi, jour de diffusion mais aussi jour du tournage pour nous, puisque Gaspard a été tellement occupé ces derniers jours. Il ne répondait plus à mes messages, il ne m'appelait plus, il ne me disait plus rien, parce que monsieur avait la tête dans la microéconomie. Comment ça va, Gaspard? Ravi d'être ici après un examen de feu. De feu? De feu. On peut l'avouer à nos auditeurs ou pas? De... Est-ce que je peux le dire? De quoi? Que ça fait 3 fois que tu passes cet examen. Merci Guillaume et bienvenue dans le point. 1, 2, 3, 4. Ah, le point G. Que le point G. Le punto G. On va parler du point G ce matin, on en entend beaucoup parler. On sait jamais trop ce que ça veut dire. Alors, G. G. Guillaume Bénèche. Guillaume Bénèche. Gaspard G. Avec Gaspard G. Vous écoutez le point G. C'est de la poudre de perlimpinpin. Le point G commence, et comme tout bon point G, nous allons commencer avec un JT. Et Gaspard, ta première info, je t'en prie. Ma première information est une statistique. Elle est choc, elle est directe, elle est très courte. 8% Guillaume. 8% de quoi? 8% des ados ont déjà subi une tentative de rapport ou un rapport sexuel forcé selon une enquête de Santé publique France. Je trouve cette statistique choquante, Atroce. atroce et très peu diffusée. Je trouvais qu'elle avait toute sa place très rapidement dans ce début de l'actu du point G. On va vous partager le lien de l'étude directement dans la description du podcast. Partagez-la auprès de vous, partagez-la partout, parce que ça doit se faire savoir, parce que ces 8% doivent disparaître à jamais. Deuxième information, Guillaume Bénèche. Moi, je vais vous parler de Sofia Chikirou. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Twitter, sur les réseaux sociaux ou partout, mais depuis hier, c'est de partout, on entend partout parler d'elle. Sofia Chikirou, qui es-tu? Tout simplement, c'est l'ancienne directrice de la communication de la France Insoumise lors de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Sofia Chikirou est tout simplement soupçonnée d'avoir détourné de l'argent et d'avoir surfacturé ses factures. Il faut savoir qu'elle était indépendante et qu'elle intervenait auprès de la France Insoumise avec des montants astronomiques. Là, on peut parler quand même de 430 000 euros qui apparemment auraient été détournés, d'autant plus que le procureur de la République s'en est chargé, parce que contrairement à certains autres comptes de campagne d'autres candidats, il se trouve tout simplement qu'ici, il y a une suspicion de dépenses qui ne sont pas considérées comme de la sollicitation des suffrages des électeurs. Donc tout simplement, en fait, des dépenses qui ne sont pas justifiées pour une campagne, en sachant que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une campagne présidentielle est remboursée totalement par l'État à partir du moment où le candidat dépasse 5% des voix. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est nous, c'est toi qui payes avec tes impôts, c'est toi qui es en train de payer ces 434 000 euros, en sachant peut-être que ces dépenses ne sont pas justifiées. D'autant plus que Sofia Chikirou est aussi, il faut l'avouer, la compagne de Jean-Luc Mélenchon, et qu'elle a annoncé sur BFM TV avec Ruth Elkrief hier. Elle a prononcé juste 2 phrases. Elle a des phrases choquantes. Ouais. Je vais vous les dire parce que moi je les ai trouvées quand même particulièrement choquantes pour quelqu'un qui fait de la com. Non mais ouais, mais là je vais vous en sortir quand même 2. 1. La première, elle a osé dire « Je pense avoir eu des idées quand même géniales, des idées remarquées, et aujourd'hui on m'appelle à l'international, moi. » Le talent n'est pas à montrer. Je crois qu'elle a cité ça aussi. C'est incroyable. Et puis ensuite, surtout, elle a quand même dit qu'elle ne baisserait pas les yeux, et pour cela, il faudra lui crever. Eh bien écoute, Sofia, on t'attend. Un couple de feu, les Mélenchons, décidément. Vraiment, depuis quelques jours, c'est la folie. Ma deuxième information est tout aussi chaude. Ça s'est passé à Créteil, vous en avez sûrement entendu parler. Le lycéen qui a braqué une arme factice sur une enseignante mise en examen. Une vidéo qui est devenue virale sur Twitter, on l'a vu passer dans tous nos feeds d'actualité. Le lycéen qui a braqué jeudi une enseignante avec une arme factice dans un lycée de Créteil a été mise en examen dimanche pour violence aggravée, a indiqué le parquet. La vidéo a suscité la stupeur et fait le tour des réseaux sociaux. Elle montrait un lycéen donc menaçant sa professeure en lui demandant de ne pas le noter absent. Donc le lycéen apparemment qui devait être arrivé en retard en cours. Dimanche, le lycéen a été mis en examen pour violence aggravée. S'ensuit une ribambelle de réactions politiques. Ça fait froid dans le dos quand même. Ouais, vraiment. Surtout c'est Jean-Michel Blanquer là qui est parti en parler partout sur tous les plateaux. Pas que, Castaner en a parlé, Macron en a parlé. Mais c'est quand même terrible.
Cet acte est terrible. Et d'ailleurs, la professeure est clairement choquée et ça fait plusieurs jours qu'elle est bloquée chez elle apparemment. Et c'est, Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai ça l'impression m'étonne pas. que sur la vidéo, elle n'a pas l'air si affolée que ça. Comme quoi, c'est sûrement des dérives. Je parle Choc pas de post-traumatique, menaces, tu vois. de menaces avec une arme, mais clairement, que dans certaines zones prioritaires en France, il faut donner plus de soutien aux professeurs qui parfois se retrouvent complètement démunis. Mais tu vois, il y a juste un paradoxe total, c'est que d'un côté, Jean-Michel Blanquer dit oui, il faut interdire les téléphones au lycée, sauf qu'en attendant, si on n'avait pas eu ce téléphone qui avait filmé cet acte, alors filmé dans C'est un un seul débat, but là, de se foutre, d'ailleurs, le débat simplement. de Gaulle. Ouais, mais tu vois, genre, oui, on en parlera après. Mais tu vois, juste pour revenir là-dessus très rapidement, si un jeune n'avait pas justement filmé ce garçon en train de braquer une arme dans un seul objectif de faire du buzz sur Internet, hein, évidemment, c'est juste pour se foutre de lui, et voilà. Je veux dire, on n'aurait pas su, on aurait eu du mal à prouver ce genre de choses parce qu'il n'y avait aucun témoin après la professeure qui aurait soutenu cette professeure elle-même, tu vois. Bah oui, mais je peux te renverser la question, mais est-ce que si le mec qui a fait le zinzin avec son arme et il savait qu'il n'allait pas être filmé, est-ce qu'il aurait fait la même chose? Je sais pas, c'est la question qu'il faut se poser. Grand débat qui sera à venir plus tard dans le point G. Deuxième information, Guillaume Ménèche. Moi, je vais vous parler d'une information aussi tragique. Tout simplement, en Syrie, aujourd'hui, on le sait très bien, Daesh a la main mise sur pas mal de territoires, en Irak, etc. Et l'État français est en train de réfléchir à une exfiltration des enfants de djihadistes français qui sont retenus en Syrie. Donc, c'est-à-dire que tout simplement des femmes djihadistes qui sont parties faire le djihad en Syrie et qui ont accouché d'un enfant par la suite. Et donc, l'État français voudrait pouvoir faire en sorte que ces enfants soient rapatriés sur le sol français et ne soient pas jugés puisqu'ils n'y sont pour rien. Moi, je vous cache pas que cette information me choque pour plusieurs points. Tout d'abord parce que j'ai l'impression d'avoir une énorme naïveté en fait dans la tête de certaines personnes de l'État. Après avoir lu beaucoup de bouquins là-dessus, après m'être beaucoup renseigné sur la Syrie, sur le conflit syrien, je trouve ça quand même assez dingue qu'on puisse se dire que des femmes vont délibérément rendre leur enfant à l'État français en se disant que si elles rendent leur enfant, quoi qu'il en soit, elles doivent se rendre elles-mêmes. Et si elles se rendent elles-mêmes, pourquoi elles quitteraient leur poste de djihadiste alors qu'elles ont tout fait pour y aller? Tu vois, il y a quelque chose de complètement dingue parce que ces femmes seront jugées, d'autant plus qu'on ne sait pas par qui elles seront jugées. Seront-elles jugées en Irak parce que c'est la loi irakienne quand on est sur le sol irakien? Seront-elles jugées dans les territoires de Syrie, là où les Kurdes ont établi leur territoire, en sachant que les Kurdes n'ont pas d'État purement, donc il n'y a pas de tribunal. Donc c'est d'une complexité totale. C'est tragique de savoir que des enfants sont là-bas, mais c'est aussi tragique de voir à quel point la naïveté de certains experts sur ce sujet est présente, puisqu'on pourrait faire beaucoup plus. Et surtout, ce n'est absolument pas la bonne solution de se dire qu'on va aller chercher les femmes et qu'on va leur dire tout simplement, bah tiens, tu vas être jugé à vie, et puis en même temps, on va sauver ton gosse, parce que concrètement, si elle est partie en Syrie, aujourd'hui, je pense qu'elle se sent plus libre là-bas qu'elle se sentirait libre en revenant en France. C'est un gros sujet, hein, C'est un gros débat. sujet, tu vois un petit peu de... Ouais. Non, pareil. Bah, c'est d'une complexité totale, mais je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, on n'utilise pas les bonnes solutions. Actu Lourde, on va détendre un petit peu l'atmosphère avec le débat du jour. Faut-il interdire ou non les téléphones portables dans les lycées? C'est l'heure du grand débat. Vous l'avez pas. Bon alors Gaspard, soyons honnêtes. T'es pour ou t'es contre? Écoute, moi je suis plutôt pour l'interdiction du téléphone portable au collège, c'est sûr, et au lycée je suis de plus en plus pour, même si tu me dis il y a 2 ans j'aurais probablement râlé comme tous les lycéens en disant que le téléphone portable n'a pas sa place au lycée. Moi je trouve qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de dérives et il y a un aspect extrêmement nocif à l'omniprésence de nos smartphones dans la vie de tous les jours qui pousse à essayer d'amuser la galerie, à essayer d'épater la galerie, qui pousse aussi à, je sais pas moi, mater un match du PSG quand tu es en cours d'histoire, quand il s'agit, disons, la place du téléphone portable aujourd'hui est trop mal utilisée par la jeunesse pour qu'il ait vraiment une place utile au sein de l'école. Bah tu vois, moi je suis complètement contre ton avis. Pour ma part, moi tu vois, j'ai été dans un lycée où tout simplement les téléphones étaient interdits en classe, hein, comme partout où ça l'est aujourd'hui en France. Le principe c'est que le téléphone est interdit, parfois certains profs t'autorisent à le sortir, mais voilà. Chose étant, c'est que moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi j'avais le réflexe quasi automatique de sortir mon téléphone en classe pour regarder mes messages, pour regarder mes mails, pour regarder des trucs. Et voilà, il suffit qu'à chaque fois je me faisais choper, à chaque fois je me faisais engueuler et au bout d'un moment, certains professeurs m'ont énormément suspecté. Moi en fait ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est les professeurs qui t'autorisent à laisser ton téléphone sur la table et qui te disent si tu veux y toucher, t'y touches. Mais c'est pas ma responsabilité si tu chopes pas le cours et que t'as une mauvaise note. Je suis d'accord avec toi, mais Et moi je suis pour. D'accord. Non mais même Mais au lycée, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Tu vois, je veux Non, dire, au lycée, mec, au lycée t'es un gamin, à 14 piges t'as pas 14 ans quand t'es au lycée. Quand t'es au lycée en France, tu rentres au lycée, tu vas sur tes 16 ans.
Je veux dire, tu rentres au lycée en France, au bout d'un moment, t'es libre, ton état d'esprit est assez forgé pour savoir exactement ce que tu dois faire. On te laisse ton téléphone sur la table, au contraire, c'est une putain de liberté. C'est qu'on te dit, très bien, tu peux utiliser ton téléphone si t'en as envie, mais c'est à bon escient. C'est-à-dire que si toi tu te rends compte, si tu restes tout le temps sur ton téléphone et que t'as pas de bonnes notes, bah, c'est que c'est ton problème. C'est que t'es pas capable de te gérer. Aujourd'hui, on fait quoi? On réprimande, on essaie de confisquer les téléphones, ça ne mène à rien, ça n'a aucune solution, ça ne bouge pas. Je suis d'accord avec ton point de vue. Donc l'interdire totalement, ça serait Le quoi? débat, il est pas là, Il y aurait des casiers où tu mettrais ton téléphone à l'entrée du lycée, genre, ça n'a pas de sens. T'as 18 ans, Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en effet, c'est en régulant et en interdisant qu'au final tu incites les jeunes à utiliser quelque chose, que ce soit avec le cannabis. Il y a ce débat ici au Canada actuellement. Enfin, il y a eu le débat il y a quelques années. Aujourd'hui, le cannabis est légal au Canada parce que c'est plus interdit. En vérité, ils vont vers clairement la diminution et voire la suppression du marché noir, mais surtout vers beaucoup plus d'encadrement, beaucoup moins tabou. Donc du coup, on peut plus parler des dangers du cannabis. Mais le débat, pour moi, il n'est pas là. En effet, les profs qui t'autorisent à laisser ton portable, c'est bon. Ils te considèrent adulte. Ma question ici, c'est est-ce qu'au lycée, tu es vraiment adulte? Et est-ce qu'à 15-16 piges, tu es capable de te dire, au lieu de checker mon feed Insta, je vais écouter les dérivés auxquels je comprends absolument Mais rien. alors, c'est-à-dire que c'est quoi la solution? C'est qu'on infantilise les jeunes en leur disant tout simplement, ah bah On non, infantilise les enfants. t'es pas. Mais non, mais non, Ah oui, mais on infantilise les enfants. Mais non, justement, c'est-à-dire que tu vas dire à un jeune en lui disant, écoute, t'es en train de grandir, t'es au lycée, t'es là où tu dois apprendre à prendre des notes, ou c'est là où tu vas passer ton bac, c'est là où tu dois réfléchir à ta vie future. Par contre, t'es absolument pas en capacité d'utiliser ton téléphone, donc on te l'interdit parce que t'es pas assez grand pour savoir quand tu dois l'utiliser. Moi, tu vois, je me dis qu'à partir du moment où on va donner à un jeune énormément de liberté en lui disant, ok, tu viens en cours, très bien, tu veux utiliser ton téléphone, très bien. Maintenant, si tu l'utilises pas correctement, c'est ton problème. Ok, bon bah alors. Tu te mets dans la merde tout seul. Si j'arrive pas à Moi, te je convaincre serais là-dessus, pour. Si j'arrive pas à te convaincre là-dessus, on va partir sur un autre, pas sur un autre débat, mais sur un autre sujet de ce débat-là, le harcèlement scolaire. Quand tu prends des gens en photo dans un cours, quand tu fais ce genre de choses, aujourd'hui, c'est des dérives qui n'existeraient pas si le téléphone portable n'était pas là. Et aujourd'hui, il y a du cyberbullying qui est là. Le harcèlement a toujours existé. Le harcèlement a toujours existé, c'est juste qu'aujourd'hui, il est utilisé différemment. Le téléphone portable le facilite. Je vais dire honnêtement, moi quand j'étais au 6ème et que il garde plus de traces. un harcèlement en 6ème, ouais. Je veux dire, t'avais pas de téléphone, mais c'est pas pour autant que t'étais pas harcelé. Je veux dire, moi aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Un jeune qui a 17 ans qui se fait harceler au lycée, ok, il va peut-être se faire filmer, ok, ça va laisser des traces, mais justement, peut-être que ces traces vont permettre justement de stopper cet harcèlement. Moi, je serais plutôt là. En plus, je vais te dire un truc, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que tu te fais pas harceler en classe. Parce que c'est faux, parce que c'est un faux débat. Tu te fais pas harceler en classe. Aujourd'hui, quand tu te fais harceler, c'est dans la cour du lycée, c'est devant le lycée, c'est dans les rues à côté. Et t'as le droit, dans la classe en elle-même. Je veux dire, quoi qu'il en soit, les gens vont pas filmer forcément dans la classe. Et s'ils filment dans la classe, il y a un professeur qui est censé être là pour faire la loi. Et donc là, c'est-à-dire que l'autorité est différente. C'est que l'autorité, c'est pas celle du téléphone, c'est celle du professeur qui doit prendre en main. Donc je veux dire, aujourd'hui au lycée, moi dans mon lycée, tu avais le droit dans les aires communes, tu avais le droit aux toilettes, tu avais le droit à la cantine, tu avais le droit au CDI, tu avais le droit d'utiliser ton téléphone partout, sauf dans les salles de classe, à moins que ton professeur te laisse et te dise rien, tu vois. Donc je veux dire, en soi, ça change rien. Le débat n'est pas là. Que tu l'interdises totalement, ok, très bien, on va l'interdire dans la cour du lycée, mais c'est-à-dire que tu as des jeunes qui ont 17-18 ans, qui vont pas avoir le droit d'utiliser leur téléphone et qui vont être comme de simples enfants, où il va rentrer au lycée, il va devoir mettre son téléphone dans un casier, enfin, ça n'a absolument pas de sens. Ça sera jamais respecté. Oui, mais d'un autre côté, ce sera jamais respecté. C'est pas mal aussi dans un optique de déconnexion où aujourd'hui, on n'est pas vers la décroissance, mais on va quand même, on essaie de se reconcentrer sur les choses essentielles avec toutes les dérives technologiques qu'il y a dans notre monde. Ouais, mais peut-être justement, que ça peut être intéressant de dire aux jeunes, allez-y, décrochez. Justement, si on voit ça comme ça, on dit ok. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a le cul entre deux chaises. Entre d'un côté, ok, on a la technologie, c'est super, on va l'utiliser au profit de l'éducation. Et d'un autre côté, on a ah bah non, justement, la technologie est mauvaise et nocive, donc c'est-à-dire qu'on va complètement la mettre out et on va faire complètement autre chose à côté. C'est pourquoi on mélange pas les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un téléphone. Je veux dire, l'éducation d'aujourd'hui, c'est plus l'éducation il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est que l'éducation d'aujourd'hui, c'est une éducation qui doit être un minimum connectée. Quand tu regardes qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes travaillent le bac avec cartable, avec l'anti-sèche, avec les bons profs, tu dis que derrière, pourquoi ne pas utiliser le téléphone autrement en classe? Pourquoi ne pas faire des jeux? Pourquoi pas imaginer des choses? Je veux dire, un professeur aujourd'hui devrait avoir la liberté de pouvoir faire cela avec une certaine autorité. Et je pense que ça s'installe dans le temps. En effet, après, je suis c'est comme quand tu rentres à la fac. Tu vois, le simple exemple, quand tu rentres à la fac, tu te retrouves avec ton ordinateur, tu vois, tu utilises ton ordinateur en cours, etc. Dire c'est super, je vais pouvoir faire ce que je veux. Puis en fait, premier mois, tu dis c'est génial, et puis en fait, tu te rends compte que tu n'écris pas forcément tes cours. Deuxième mois, tu te rends compte bah ça devient un peu compliqué parce que j'ai loupé plein de cours et en fait, je fais trop de choses. Puis à partir du troisième mois, tu te reconcentres parce que tu te rends compte que finalement, la technologie, il faut que tu l'utilises pour noter tes cours et non pas pour aller checker sur des vidéos sur YouTube parce que tu as toute ta soirée pour le faire.
Et en fait, c'est juste une question d'éducation et de modification des comportements, etc. Et moi, je suis convaincu que si on libérait totalement l'utilisation du téléphone, ça offrirait des perspectives de malade. Et derrière, en plus, on a toujours la possibilité, je veux dire, on peut toujours imaginer brouiller les choses, on peut toujours imaginer brouiller certains réseaux dans certaines salles lors des examens. On peut faire tout et n'importe quoi maintenant. Donc, je veux dire, la vraie question, c'est comment on arrive à faire en sorte d'utiliser la technologie à bon escient et pas la technologie pour qu'elle soit utilisée de façon nocive comme elle a pu l'être avec tout simplement le professeur de Créteil où ça a été filmé. Si on part de ce principe-là, on est d'accord, là c'est mauvais. Mais si on arrive à le faire correctement, moi je suis convaincu que ça ouvre de belles perspectives. Vous pouvez aussi donner votre avis, #le.g sur Twitter ou sur nos différentes plateformes. Tout de suite, c'est l'heure du super méga coup de cœur. C'est l'heure du super méga giga super méga coup de cœur. Mon super méga gros coup de cœur de cette semaine, c'est peut-être aussi un petit peu, il est vrai, un super méga gros coup de gueule. On n'est pas couché, c'était mieux avant. Samedi soir, j'ai maté On n'est pas couché. Est-ce que tu as regardé, toi, mon petit Guy ? Bah écoute, non. Samedi soir, c'était Marc-Olivier Fogiel qui était invité de Laurent Ruquier pour parler de J'ai son livre. suivi sur Twitter. Mais... Qu'est-ce qu'elle a, ma famille et de ses filles nées par GPA, gestation pour autrui. Sur ce plateau, nous comptions d'autres invités, en outre Muriel Robin, humoriste connu de 1990 à 2005, aujourd'hui âgé de 63 ans. Ainsi que les chroniqueurs classiques dont n'est pas couché, le nouveau venu Charles Consigny et la fameuse Christine Angot. Quant au plein milieu de l'émission, Muriel Robin, donc l'actrice humoriste, n'a pas pu s'empêcher d'intervenir quand le polémiste Charles Consigny s'est montré en profond désaccord avec certains points du livre de Marc-Olivier Fogiel. Rien de vraiment étonnant, nous sommes dans une émission de débat. Mais ce qui va suivre est assez scandaleux, je trouve. La manière dont vous vous adressez à Marco me déplaît fortement. Tels sont les propos chocs. Commencé par Muriel Robin, s'ensuit alors une vieille humoriste, sénile, qui coupe la parole à tout va, se moquant de l'âge du chroniqueur, mentionnant au passage que s'il fallait faire un sondage du public pour savoir qui avait raison, eh bien ce serait elle qui gagne, puisque personne ne connaît Charles Consigny. Je suis connu, donc j'ai raison et ferme bien ta grande gueule. C'est un peu ça qui s'est passé samedi soir sur le plateau d'On n'est pas couché, face à un Ruquier nul, médiocre, lâche, qui quand il dit à Consigny demandant un droit de réponse dans, rappelons-le, une émission de débat, attendez, laissez parler Muriel au moins 2 minutes, lâchera son chroniqueur qui s'apprêtait à quitter le plateau. Charles, répondez mais en 2 phrases. Voilà, j'ai trouvé ce débat affligeant. Un Laurent Ruquier qui laisse ses vieux copains parler, qui manque de respect à son chroniqueur. Non, vraiment, On n'est pas couché, c'était mieux avant. Super méga coup de cœur. Quant à moi, je vais vous parler d'une info un peu plus joyeuse. Vous voyez là, Stéphane Bern. Tu sais le bonheur que Stéphane Bern resplendit quand il passe à la télé sur Secret d'Histoire, ce genre de moment qu'on aime bien passer, que moi j'adore regarder. Et bien tout simplement il y a eu la mission Bern. Vous savez, c'était cette petite mission qu'il a reçue du président de la République pour faire grande mission même, pour faire en sorte de trouver de l'argent et des fonds pour le patrimoine français et sauver le patrimoine français. Il y avait une campagne qui avait été montée avec notamment le loto. Et puis figurez-vous que... on a estimé entre 15 et 20 millions d'euros de recettes. Et puis, il y a un député des Républicains qui a tout simplement lancé une question pour savoir comment cela se faisait que la répartition des fonds soit extrêmement inférieure pour le patrimoine par rapport aux gains des gens qui ont gagné tout simplement parce qu'ils ont participé au loto et par rapport à la TVA et savoir où allait aller la TVA générée par les tickets de loto et savoir si elle allait être aussi redistribuée au patrimoine. Réponse de Gérald Darmanin sur Twitter, loto du patrimoine, stop aux fake news, en toute transparence sur 200 millions de recettes du loto du patrimoine, l'essentiel va aux joueurs, 144 millions, à la Française des Jeux, 22 millions, et à la Fondation du patrimoine, 20 millions. 14 millions de taxes sont prélevées, donc sécurité sociale, sport, etc., etc., etc. Où vont aller les 14 millions de taxes? Parce que c'est la question qui se pose, puisqu'on se dit, au final, 20 millions pour le patrimoine, c'est ridicule. 20 millions de travaux pour le patrimoine français, c'est rien. Si on ajoutait ces 14 millions de taxes et que pour une fois, on acceptait juste de les mettre sur le sauvetage d'un patrimoine immobilier qui fait partie de la culture française, peut-être qu'on arriverait à faire de plus belles choses. Et quand on regarde juste la répartition, je vous dis juste du billet de 3 € du ticket, ça fait 1,65 qui est redistribué aux gagnants sur un billet de 3 €, 0,75 à la Fondation du patrimoine, 0,22 dans les taxes, 0,22 à la Française des Jeux et 0,16 aux détaillants, donc simplement aux vendeurs du ticket. Tout ça pour dire que finalement, 75 centimes à la Fondation du patrimoine, c'est très peu. Et j'avais envie de terminer ce point G sur cette musique, je trouve qu'elle collait plutôt bien à ton actu. Écoute Guillaume, c'était un plaisir de parler d'actu avec toi. Moi aussi. Rendez-vous la semaine prochaine, tout simplement, à l'heure du goûter. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.